On reprend, donc on va donner la parole à Madame Leila Mendy. Et puis tout à l'heure, nous aurons un deuxième panel. Je me permets de présenter Madame Mendy. Madame Mendy est professeure de sciences de l'eau et de l'environnement à l'Université Qadiriya de Marrakech. En 2001, elle a été nommée coordinatrice nationale du pôle de compétences eau et environnement, représentant le réseau marocain de développement de la recherche sur le thème de la gestion intégrée. En 2008, elle a été nommée directrice du CNERE, directrice du Centre national d'études et de recherche sur l'eau et de l'énergie, qui a été créé par le ministère de la Recherche scientifique et de l'enseignement supérieur. En 2008 également, elle était présidente du comité de recherche de l'agence du bassin hydrographique de Tansif House. Madame Leila est reconnue au niveau national et international en tant qu'experte, évaluatrice et réviseuse pour plusieurs revues internationales dans le domaine de l'eau et de l'environnement. Et depuis 2014, elle est membre du comité scientifique du Centre national de la recherche scientifique Seine-Gastel. En 2011, elle est représentante du Maroc à la Ligue arabe des centres de recherche sur l'eau. En 2014, elle a été nommée membre du comité consultatif technique de l'Agence intergouvernementale panafricaine eau et assainissement pour l'Agence de l'Afrique. En 2014, elle était membre du réseau de centres d'excellence sur l'eau au Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. En 2014, elle était membre de l'Académie de l'eau de France. En 2015, elle a reçu le prix de la Banque islamique développement, BID, pour la contribution des femmes au développement en reconnaissance de ses travaux de recherche exceptionnels et de sa contribution à la gestion de la ressource d'eau. Je vous demande de l'applaudir et à elle la parole. Je vais commencer en attendant de régler le problème technique. Bonjour, chers collègues, chers amis, chers étudiants. Je suis ravie d'être là parmi vous. Et bien sûr, je tiens à remercier les organisateurs pour m'avoir invité à prendre part à cet événement vraiment très important que j'apprécie énormément, surtout lorsqu'on parle de cette académico-co-industrielle collaboration, c'est très très important. Et nous, les universitaires, on a toujours souffert. Donc je remercie spécialement Madame Cheikh qui m'a contacté et m'a invité à prendre part à ce panel et que je connaissais depuis qu'on était jeunes. Ça remonte et ça me rappelle vraiment des best practices ou success stories quand on parle, en particulier quand on parle au niveau enseignement, parce que ce matin en écoutant les discours, ça m'a rappelé le démarrage des licences professionnelles. Et là, c'était vraiment, on a commencé à anticiper la collaboration entre l'université, entre l'académique et l'industriel. Et là, moi j'ai personnellement vécu une très belle expérience qui a été même pérennisée dans le temps. On a mis en place une licence professionnelle sur la gestion de l'assainissement en milieu urbain. Et c'était une co-construction avec des industriels. D'abord, le montage de la formation, c'était à la demande de l'ONEP, qui manquait de techniciens d'assainissement à l'époque. C'est l'ONEP à l'époque. Et il y avait aussi Veolia Water. Et on a travaillé ensemble, grâce aussi à une collaboration avec une université française très connue pour ses formations professionnalisantes et son travail avec l'industrie. En particulier, c'est l'université de Limoges, en particulier dans le domaine de l'eau. Et donc, c'est vraiment des gens qui travaillaient côte à côte avec les industriels. C'est un bel exemple. On s'est inspiré de cet exemple et on a travaillé 3 universités marocaines. Ce n'était pas un travail Qadiriya Bouhda, mais c'est plutôt, il y avait l'université de Tétouan, l'université de Mohammedia, et tous ensemble, les 3 facultés des sciences. Et on a construit, mis en place cette licence professionnelle où il y avait des intervenants
industriels, des intervenants académiciens, et on travaillait tous ensemble. Et ça a donné vraiment un très bon résultat. C'est la même formation, et même, bien sûr, parfois, on s'adressait à l'époque, ce que je vous racontais, ça a été en 2005, ça remonte quand même à longtemps, et on travaillait, on faisait même des cours, des visioconférences en utilisant les outils traditionnels, anciens qui existaient à cette époque-là. Maintenant, on est plus gâtés. Donc, pour dire, cette formation, on a formé des jeunes, plusieurs promotions, et on était fiers de les voir recrutés par des entreprises rapidement. Il y en a qui ont obtenu leur licence et travaillé, il y en a qui ont continué en master. Par la suite, on a enchaîné avec des masters professionnels. C'est des masters professionnels où les industriels venaient donner des cours, prenaient aussi les stages, les étudiants en stage, et c'était vraiment, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on doit capitaliser sur le passé. On a fait pas mal d'expériences qui avaient un impact très positif, et on a eu des témoignages des industriels qui étaient extraordinaires et qui étaient fiers de cette formation, de nos étudiants, de nos jeunes qui étaient compétents. Il y en a même qui sont devenus des responsables de bureaux d'études et d'entreprises. Et donc, on doit capitaliser. Ce qu'on est en train de renforcer maintenant, c'est très bien, mais il y a pas mal d'expériences et on doit capitaliser tout ça. Tout ce qu'on a déjà fait, toutes les expériences réussies, on doit capitaliser, c'est très important. Donc, sur le volet formation, et là j'enchaîne sur le volet recherche. Pour mon collègue professeur Ouazal, il a déjà situé la problématique, il a aussi proposé pas mal de recommandations, et bien sûr moi j'enchaîne sur le volet ressources non conventionnelles. Et particulièrement, je vais m'intéresser beaucoup plus aux eaux usées. D'accord? Ce qu'on a déjà usé et qu'on devrait recycler parce qu'on n'a plus le choix. On n'a plus le choix. Maintenant, on a besoin de toutes les ressources en eau, que ce soit conventionnel ou non conventionnel. C'est très bien que le conventionnel, il y en a peu. Il en reste peu. Et ce qu'il en reste, il faut le préserver. Et donc, il faut avoir recours à d'autres solutions, à d'autres ressources. Et il n'y a pas que le dessalement, il y a aussi les eaux usées qu'on pourrait recycler et en tirer profit. Et donc, sur le plan, je vais commencer quand même par situer la situation, parce que de grands problèmes avec les eaux usées, tout le monde sait que ça contient des pathogènes, ça contient des polluants toxiques, etc. Et on ne peut pas les réutiliser comme ça. On doit les traiter d'une manière efficace et efficiente, ça c'est indispensable. Alors, regardons juste un aperçu ce qui se passe dans le monde. Alors, déjà dans le monde, les eaux usées traitées, c'est-à-dire le volume global des eaux usées traitées dans le monde entier, ça ne dépasse pas les 56% dans les années 2020. Et même j'ai regardé un peu, je fais un peu de bibliographie, j'ai trouvé maintenant, c'est-à-dire en 2024, c'est environ 58%, tout simplement. Ça ne dépasse pas. C'est ce qui est traité. Alors, on va voir ce graphique-là, il montre la différence. On voit la différence, bien sûr, entre pays développés et pays en voie de développement. Et donc, vous voyez, quand on prend par exemple les États-Unis ou d'autres pays qui sont développés, le taux de traitement, il est très important, ça va jusqu'à 80% et plus. Ça peut être même plus, 80%. Mais lorsqu'on regarde les pays, bon, le Maroc, nous on est dans l'Afrique du Nord, on est en moyenne entre les deux, on est classé avec les 63%. Au Maroc, je crois, d'après le ministère de l'eau, on est arrivé à 60%. Mais bon, il reste beaucoup à faire dans le milieu rural, où on ne dépasse même pas les 11%. D'accord? Donc, mais de toute façon, on est sur la bonne voie, on avance, restons optimistes. D'accord? Alors, par contre, si on prend les pays de l'Afrique subsaharienne, vous voyez, 28%, ils sont très loin du tir. Donc, il y a beaucoup de travail à faire pour qu'on puisse atteindre les objectifs du développement durable, notamment, je précise, l'objectif numéro 6. Donc, l'ODD numéro 6 qui stipule que
il faut assurer une eau vraiment de bonne qualité à tout le monde et assurer l'assainissement à tout le monde, chose qui n'existe pas dans plusieurs pays africains, même asiatiques, même dans d'autres pays. Donc, vous voyez, la problématique, elle est là, elle est mondiale, ça ne concerne pas seulement le Maroc, et il faut agir. Alors, moi, je vais parler de la solution. Enfin, des solutions, il y en a plein, mais donc des solutions. Actuellement, la tendance actuelle, c'est d'aller vers les solutions fondées sur la nature. Tout le monde parle des solutions fondées sur la nature. Pourquoi? Parce que ce sont des solutions qui sont plus adaptées à nos conditions socio-économiques, qui permettent de protéger nos ressources et qui permettent de nous donner une eau de qualité et répondre bien sûr aux objectifs de développement durable. Alors, c'est comme ça qu'on a pu, grâce à la collaboration, grâce à la co-construction, on a pu développer cette écotechnologie, entre autres, il y en a plein, mais là, je citerai cet exemple d'éco-biofiltre qu'on a développé grâce à la recherche scientifique et grâce à la collaboration. C'est un travail qu'on a pu développer dans le cadre d'une collaboration entre l'Université Qadeïa, l'Université de Shiman au Japon et bien sûr l'Office national de l'eau potable et de l'électricité. Donc tous ensemble, on a travaillé pour développer cette technologie, par la suite aller plus loin dans le travail de recherche. Mais moi je présente les choses d'une manière beaucoup plus vulgarisée, non pas scientifique. Alors c'est quoi cette technologie? En fait, l'origine de la technologie, elle est japonaise. Plus ou moins, on l'a importée et on l'a adaptée à nos conditions. C'est-à-dire, et on est allé même vers un brevet. Alors la technologie, comme vous voyez, il n'y a pas de pointeur. La technologie, il s'agit tout simplement d'un filtre composé par des couches perméables du gravier, par exemple. Au Maroc, on a plein de gravier, et qui alternent avec des couches peu perméables, ou qu'on appelle des mixtures du sol avec d'autres ingrédients. Donc c'était ça l'idée. Et pourquoi on a pensé à cette idée? Moi, je vais vous montrer plus en détail sur ce schéma qui a été élaboré par l'un de mes doctorants. Donc vous voyez très bien comment on a structuré le système. Et quand je parle des briques, ce n'est pas des briques de construction. Ça a la forme d'une brique, mais ce n'est pas vraiment compact du tout. Et pourquoi? La couche perméable va jouer un rôle très important parce que c'est une couche aérée et ça va nous donner des conditions aérobies où bien sûr il va y avoir la biodégradation de la matière organique dans des conditions aérobies. Et vous avez la brique qui est foncée, en marron, ce que vous voyez là. Cette brique, elle a été constituée de telle sorte de la rendre efficace. C'est pour cela l'idée était de mélanger des ingrédients. Donc on prend un sol, n'importe quel sol naturel, et, à 70%, et on rajoute des ingrédients. On rajoute du charbon fakhr naturel, c'est une source de carbone, et c'est un absorbant. Donc ça booste ce système-là. On ajoute aussi la sciure du bois, là aussi c'est une source de carbone pour les micro-organismes, et on ajoute du fer. Mais bon, nous, on l'a rajouté sous forme de clous. C'est très bien que le sol, naturellement, on peut avoir un peu de fer, l'aluminium, d'autres cations qui permettent d'enlever en particulier le phosphore. D'accord? Et parce que ces ingrédients, ils étaient développés au début par les Japonais parce que leur problème, c'est de combattre l'eutrophisation. Ils s'intéressaient beaucoup plus à l'élimination de l'azote et du phosphore. Donc c'est ça leur principal objectif. Bon, nous, on aura d'autres objectifs qu'on a développés au Maroc. Alors, comment il fonctionne ce type de filtre? On peut avoir des filtres ou éco-biofiltres avec un écoulement vertical. Donc l'écoulement, il se fait verticalement. Mais l'avantage de ce système, c'est que grâce à cette structure d'alternance de couches, ça permet d'alimenter le système de manière continue. De manière continue et non pas intermittente comme on fait pour les filtres plantés. Donc, c'est un système
où on n'a pas le risque de colmatage, ni de court-circuitage, parce que c'est pas, lorsqu'on a un substrat uniforme, on a le problème de court-circuitage de l'eau. Alors, il y a cette catégorie-là, on peut mettre des pipes pour l'aération, qui drainent surtout vers les couches plus profondes. Et on a aussi développé une autre catégorie, c'est l'écoulement horizontal sous la surface. Et là, pourquoi? C'est parce que le premier système à écoulement vertical, il est beaucoup plus aéré. Et on a une très bonne nitrification. Et dans le système à écoulement sous la surface horizontale, on favorise les conditions d'anaérobiose et donc on aura plus de dénitrification. Et ça permet aussi d'obtenir l'élimination des pathogènes parce que le temps de rétention est beaucoup plus important par rapport à un filtre où on a l'eau qui s'écoule verticalement. Donc là, je vais passer directement à quelques exemples que nous avons développés au sein de l'Université Qadeïa, bien sûr en collaboration avec nos partenaires. Et d'ailleurs, on a fait plusieurs expérimentations au laboratoire d'abord. On a commencé par des petits pilotes au laboratoire, après on est passé au milieu rural avec des grands pilotes, travaillant directement au niveau des Noirs, et puis après on est passé à la réalisation de la première station de traitement des eaux usées par cette technologie qui a été développée à l'Université Qadeïenne. Ça a coïncidé avec la COP22 en 2016 et on a obtenu un financement du projet par l'Université Qadeïenne qui a financé tout le projet et on a installé pour la première fois une station d'épuration écologique au sein des établissements de l'Université Qadeïenne. C'est à l'annexe de la faculté de droit. Donc la station, comme vous voyez, se compose bien sûr, en fait, le nombre des étudiants dans cette annexe de la faculté de droit, c'est environ 1200 étudiants et un débit de 16 mètres cubes par jour. Et ça permet, bien sûr, ce sont les eaux usées, l'origine des eaux usées, ça vient de la buvette, la cafétéria de l'annexe, et il y a aussi les toilettes. Donc ces eaux usées venant qui sont purement domestiques et sont traitées en globalité dans cette station qui a fonctionné depuis 2016 et qui est composée d'une fosse septique. On a d'abord un traitement par fosse septique que vous voyez là, le premier. Je ne sais pas, peut-être que vous voyez ça, oui. Ça ne marche pas. Après, suivi d'un filtre vertical, puis un filtre horizontal, et puis l'eau traitée, elle est réutilisée pour l'arrosage des espaces verts dans cet établissement. Et vous voyez les rendements, donc le système permet d'éliminer pratiquement 99% des matières en suspension, la matière organique aussi, plus de 80%, l'azote, le phosphore, et même nous, on était les premiers à s'intéresser à l'aspect sanitaire. Et d'ailleurs, la première publication sur les pathogènes, sur les coliformes fécaux et tout ça, c'était marocain. C'était une publication marocaine, c'était notre travail. Et on regardait, est-ce que ce système il est capable d'éliminer le risque sanitaire? Parce que si on veut réutiliser, il faut supprimer, parce qu'avec les techniques avancées, on utilise l'UV, la désinfection, bien sûr, c'est important, la chlorination, etc. Mais avec un système écologique, tout est naturel, on ne rajoute rien. Pas de substances chimiques, pas de techniques avancées, même le coût il n'est pas très élevé. Et on a pu, en utilisant un seul filtre, on l'a testé d'abord au laboratoire, on n'a pas pu éliminer les pathogènes. Mais la combinaison avec les deux systèmes, on a pu obtenir des résultats vraiment très intéressants qui peuvent aller jusqu'à 4 unités l'eau. Et la station a été suivie de 2016 jusqu'à maintenant, la suite. On n'a pas de colmatage, on n'a pas d'odeur, le système il fonctionne et on a formé plusieurs doctorats, plusieurs thèses. Une des thèses, il va être bien sûr, l'année prochaine, sera soutenue sur le même système. Et bien sûr, pour la recherche, on est en train de regarder maintenant l'aspect biologie moléculaire, qu'est-ce qui se passe au niveau du biofilm, qu'est-ce qui se passe au niveau des micro-organismes, au niveau des différentes couches de sol. Et la recherche, ça n'en finit jamais, on est en train d'exploiter plusieurs volets par rapport aux thèses déjà soutenues.
Donc là, c'est un travail. Maintenant, il commence. D'ailleurs, l'un de mes doctorants, il commence même il a créé une entreprise et il utilisait cette technologie dans différents endroits au Maroc. Alors, on a aussi installé une station d'épuration en collaboration avec l'ONE. C'est l'ONE d'ailleurs qui a financé ce projet dans un petit village dans la province du Haus. On opère surtout dans la province du Haus, c'est la proximité avec Marrakech. Et c'est un village, un petit village où on a installé cette technologie en combinant un écobiofiltre avec un filtre planté. Mais toujours on est resté dans des technologies écologiques, des solutions naturelles, faciles à maintenir et à entretenir. Parce que notre grand problème, même si on a parfois des stations beaucoup plus avancées, avec des technologies avancées, notre problème c'est la maintenance et le fonctionnement. C'est la pérennité, la durabilité du fonctionnement de ces stations malheureusement, et ça c'est encore négligé au niveau de notre pays. On trouve pas mal de stations, que ce soit le lagunage, que ce soit le bois activé, n'importe quelle station, mais quand on fait l'analyse de la qualité de l'eau à la sortie de la station, il ne répond pas aux normes. Et donc on a besoin, parmi les recommandations que je peux dire, on a besoin de la police des eaux usées. Pas seulement la police de l'eau, mais la police des eaux usées. Il faut contrôler toutes les stations et voir la qualité de cette eau, comment elle est. Alors nous, on est en train de regarder, l'eau il passe, elle traverse les différentes infrastructures, les différents bassins, mais le résultat, il est négatif. Et cette eau, elle est réutilisée par les agriculteurs qui se trouvent en amont, et donc ça représente un danger sur nous tous, parce que c'est nous qui vont consommer ces cultures contaminées par des pathogènes ou par des polluants toxiques, ou ça dépend de l'origine et de la qualité de l'eau. Alors là, au-delà de ce travail, on s'est intéressé à une autre problématique. On est allé vers les eaux eutrophisées, des eaux contaminées par des cyanobactéries. Les cyanobactéries se développent, c'est dû au changement climatique, à l'activité humaine, et on a le développement de ces cyanobactéries un peu partout dans tous les barrages et les lacs. Ça, pas seulement au Maroc, c'est à l'échelle mondiale. Là où il y a des problèmes de changement climatique, là où il y a le problème d'eutrophisation, ces cyanobactéries apparaissent. Et ils sont dangereuses. Pourquoi? Parce qu'ils produisent des toxines dangereuses responsables de plusieurs maladies. Et quand l'agriculteur utilise cette eau de barrage contaminée et irrigue les cultures, alors là, on a retrouvé, nous avons développé ce projet dans le cadre d'un programme Horizon 2020, Toxic Crop Project, avec des Portugais, des Danois, il y a plein de partenaires étrangers qui nous ont aidés aussi sur le plan analytique, sur les échanges, etc. On a travaillé tous ensemble. Et on a utilisé cette technologie pour la première fois dans le monde pour le traitement de ces cyanobactéries, cyanotoxines. On a pu obtenir de très bons résultats. On a travaillé à l'échelle du laboratoire, à l'échelle pilote, et on a pu même développer un pilote dans une ferme, à côté du barrage de la Takatous, parce que c'est un barrage vraiment souvent eutrophisé, où on a rencontré des quantités importantes de cyanotoxines et cyanobactéries. Et on a installé un système avec écoulement horizontal sous la surface, dans une ferme d'un collègue, et on a pu obtenir des résultats vraiment très intéressants en termes d'élimination de ces polluants. Et cette solution, ça peut servir aux agences du bassin. Toutes les agences du bassin, c'est vraiment, ça ne coûte rien. C'est vraiment une technologie à faible coût, naturelle. Au moins, l'agriculteur, avant d'utiliser notre barrage eutrophisé, il pourrait la mettre, filtrer cette eau dans ces bassins-là avant de la réutiliser. Et d'ailleurs, au Japon, ils font la filtration des rivières. Ils ont des systèmes géants. Personnellement, j'ai visité au Japon, dans le cadre de cette collaboration, quelques stations, mais c'est les eaux de rivière qui sont drainées vers le système et qui sont traitées avant d'être utilisées pour d'autres usages ou pour éviter cette contamination, bien sûr.
Alors, ça c'est la nouveauté. Nous avons plusieurs publications, je vais parler des publications. C'est des publications dans des journaux prestigieux comme Hazardous Material, comme Cleaner Production, etc. Donc on a pas mal de travaux avec nos étudiants. Alors, quels sont les avantages? Donc là, je résume rapidement les avantages de la technologie. D'abord, le coût d'investissement qui est très réduit. Parce qu'on l'a comparé avec les autres éco-technologies, telles que le filtre planté, le filtre à sable, le lagunage naturel, etc. Et on a trouvé que le coût ici, il est vraiment un coût très réduit. C'est environ, donc ça dépend, les coûts les augmentent, 300 jusqu'à 300 dirhams par habitant. La superficie, c'est un système qui occupe la plus faible superficie par rapport aux autres éco-technologies que je viens de citer. On ne dépasse pas 0,3 mètres carrés par habitant. On n'a pas besoin d'énergie, ou peu d'énergie. L'entretien et la maintenance, c'est très simple. On n'a pas besoin de personnel qualifié. Un simple ouvrier peut faire l'affaire. D'accord? Le système est efficace, on l'a prouvé au fil des années et pour tous les travaux qu'on a développés. Cet avantage aussi d'éliminer les toxines et les cyanobactéries responsables qui ont un impact sanitaire très important sur les ressources en eau. La qualité de l'eau, généralement, elle répond aux normes marocaines ou internationales. Et il n'y a pas de nuisance, pas de moustiques, pas de problème de ce genre, pas d'odeur, etc. Et la durée de vie de ce genre de technologie, ça peut aller jusqu'à 20 ans. C'est-à-dire qu'on ne peut changer le filtre qu'au bout de 20 ans. Et là, ce que je voulais vous montrer là, sur les photos là, à droite, c'est juste pour vous montrer que là, les briques dont je vous ai parlé dans les grands systèmes, bon, au labo, on peut se permettre de ne pas mettre des sacs biodégradables. Donc, on met cette mixture dans des sacs biodégradables et on met sous forme de briques. Alors, on a valorisé la technologie, on a un brevet, c'est un brevet qui a été classé même comme brevet ouvert, qu'on a développé en 2017 et on a même créé une start-up, mais on a eu du mal quand même à décrocher avec la start-up, il y a toujours des difficultés, mais ce que je veux dire, donc il faut que cette collaboration industrie académique soit vraiment effective et que l'intérêt soit vraiment pour l'un et pour l'autre, donc il faut travailler dans cette approche win-win. Donc tout le monde va gagner de part et d'autre. Il n'y a pas de... on est complémentaires et la pluridisciplinarité elle est très importante. Dans le travail de recherche, il faut toujours avoir la pluridisciplinarité parce que moi, je ne peux pas être spécialiste dans tous les domaines. Mais si on travaille tous ensemble, main dans la main, on peut aller plus loin, on peut produire et on peut innover tous ensemble. Mais tout seul, on ne peut jamais réussir. Et je vous remercie.